Sarah Mostrel, bonjour. 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 Alors Sarah, avant toute chose, alors on vient pour parler de votre dernier livre qui est Femme inspirante, qui va paraître bientôt aux éditions de Nobis. Mais peut-être il faut parler un petit peu de vous parce que je dis dernier livre parce que vous êtes une femme qui a déjà publié pas mal de choses. Vous êtes une artiste complète. Vous peignez, vous chantez. Présentez-vous un petit peu quand même pour les gens qui nous regardent et qui vous découvrent. Oui, donc je suis enfin si je fais ça de façon chronologique, je suis de formation ingénieur, donc scientifique au départ, et puis j'ai changé de métier en cours de route, c'est-à-dire qu'au bout de, enfin il y a à peu près 20 ans, je suis devenue journaliste. J'ai fait une école de journalisme et j'exerce en tant que journaliste aujourd'hui. Entre-temps, ce qui m'a fait aussi aller vers le journaliste, c'est que j'avais commencé à écrire et commencé à publier. Je me suis un peu essayée à tous les genres littéraires. C'est-à-dire, j'ai commencé par la poésie, s'en est suivi un roman, des essais, des nouvelles, des livres d'artistes, et puis ensuite j'ai commencé à peindre, effectivement. Donc j'ai pu illustrer quelques-uns de mes recueils avec mes peintures. Et en parallèle, j'ai repris la musique que j'avais commencé très jeune, en faisant du piano pendant longtemps, et j'ai commencé à faire de la scène également avec mes textes que j'écrivais. Et dernièrement, j'ai aussi composé le dernier disque notamment. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une petite carrière artistique, mais j'ai aussi, enfin voilà, j'ai plusieurs vies, on va dire. Et vous avez rencontré plein de gens, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés quelque part, parce que Femme inspirante, c'est un petit peu le fruit d'une rencontre. Alors au départ, c'était sur un autre livre, pour tout dire, et puis en Oui. échangeant, et puis voilà, et c'était vraiment un sujet qui m'intéressait, et donc de là naît Femme inspirante, alors qui est un livre qui est pour moi une invitation à aller plus loin d'une part, et d'autre part un véritable hommage à toutes ces femmes. Alors, je vais lire un petit extrait du prologue de ce livre. Vous dites, outre les artistes et scientifiques qui me tiennent à cœur, j'ai tenu à étudier le parcours de ces êtres qui ont changé le monde et osé, dans un cadre qui ne leur était pas réservé, aller au bout de leurs passions et de leurs convictions. Alors, j'ai un petit peu le sentiment que, parce qu'on couvre un spectre très large, hein, on démarre au 18e et on va jusqu'à notre époque, c'est un choix raisonné, je dirais, que vous avez fait. Euh, j'ai un peu le sentiment qu'avoir un métier, une formation, il y a un siècle et demi pour se projeter un petit peu dans le temps, avoir fait des études, c'était un facteur déterminant dans le passé pour être légitime, à pouvoir aller au bout de ses passions, de ses convictions. Est-ce que la période actuelle s'affranchit de ces éléments? Alors, je crois que c'est toujours important. Enfin, disons que c'est plus facile peut-être d'arriver à un métier quand on a la formation et quand on a fait des études en ce sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut réussir son diplôme, ce qui a été vrai aussi il y a quelques décennies. Mais à l'époque, c'est ce dont je parle, c'est que vraiment les femmes étaient empêchées d'étudier. Donc, évidemment, le travail de terrain ou l'expérience comme aujourd'hui, elle peut être aussi importante. On peut être aussi autodidacte, mais disons que c'était beaucoup plus difficile à cette époque d'arriver à être peintre, par exemple, puisque les beaux-arts étaient interdits. La médecine était interdite aussi, parce qu'on disait que c'était contre les bonnes mœurs, que l'anatomie, c'est contre la morale, contre la pudeur. Il y avait l'Église aussi qui avait un poids important et qui empêchait tout ça. Donc, en fait, vraiment dans tous les domaines, il a été très difficile pour les femmes d'accéder à ce qu'elles avaient envie de faire, finalement, quelle que soit la voie. Si aujourd'hui c'est peut-être un peu plus facile et encore, parce que voilà, dans les scientifiques, il n'y a pas énormément de femmes, même si aujourd'hui, je crois que le prix Nobel de physique a été attribué à une femme et j'en suis ravie. Je crois que statistiquement, il y a encore un nombre infime dans la politique de femmes, un nombre, alors sans chercher la parité à tout prix, mais en tout cas, cet accès, il est encore très difficile. C'est pour ça que j'ai eu envie, moi, de parler de mes modèles à moi, des femmes qui m'ont inspirée, les femmes inspirantes, et qui nous ont ouvert la voie à nous et au monde, parce que c'est pas seulement aux femmes qu'elles ont ouvert la voie, mais à un monde meilleur, je dirais. Absolument. Alors, ce sont près de 50 femmes de divers pays qui sont évoquées dans votre livre. Sont classées par thématique, hein, art, politique, sciences, etc. Et on part globalement du XVIIIe siècle
pour aller jusqu'à notre époque, jusqu'au XXIe siècle. Alors, ce sont des portraits touchants, émouvants, parfois qui nous révoltent quand on constate ce qu'elles ont pu connaître particulièrement. Et en vous lisant, on réalise l'influence de ces femmes sur les générations actuelles. Je ne peux pas dire la génération, mais les générations actuelles. Bon, pour autant, le rôle de la femme dans la société est aussi terriblement inégal aujourd'hui, suivant les régions du monde. Il faut admettre ça. Vous croyez justement que quelque part il y a dans ce monde, au-delà de l'inégalité que l'on peut constater parfois dans notre monde occidental, d'autres inégalités, je dirais, en fonction des cultures, etc., et que le chemin est pas le même, je dirais, en fonction des zones de notre planète. Oui, je crois que le chemin est long partout. Alors d'abord, évidemment dans des pays autres que la France, que les pays démocratiques, mais je voudrais quand même rappeler qu'en France, on a toujours une inégalité de salaire importante pour le même travail chez les femmes, donc on n'est pas si évolué que ça. Il y a une certaine régression aussi aux États-Unis, hein, puisqu'on parle de l'anti-avortement, etc. Il y a des retours en arrière un petit peu partout, y compris en Europe, y compris en Pologne, hein, ou en Pologne, en Hongrie. Je sais que toutes les associations, les subventions aux associations de femmes contre la maltraitance, les violences domestiques, toutes ces subventions ont été vues à la baisse. Donc c'est assez curieux. En Russie, on parle de décriminalisation des violences conjugales, donc ça fait c'est aussi effarant. Après, on a des pays comme la Chine où les décisions encore sont défavorables aux femmes, et puis les pays arabes, l'Arabie Saoudite, où vraiment là, évidemment, les femmes saoudiennes sont obligées d'obéir à leur époux, donc on est quand même dans un système très archaïque par rapport à nous. En Irak, elles n'ont pas le droit de faire du sport, on n'a pas le droit, elles n'ont pas le droit d'être à l'extérieur. Souvent sortir, c'est risquer sa vie, donc ce qui est quand même, effrayant. Et puis il y a beaucoup de pays où elles n'ont pas de, si elles ont un emploi, elles sont pas rémunérées. Elles peuvent être, bon, en Iran, on connaît le problème du voile, hein, celles qui refusent le voile sont condamnées parfois même pour sous peine de mort, mais autrement pour trouble mental, et on les envoie en psychiatrie. En Afrique aussi, hein, il y a des mauvais élèves comme la Mauritanie, le Cameroun, qui ont un niveau de discrimination des plus élevés. Il y a aussi, on pourrait parler de la République centrafricaine, le Niger, le Tchad, le Mali, la Guinée. J'ai fait une petite recherche là-dessus pour voir un petit peu ce panorama mondial. Le Maghreb est un peu plus progressiste. Pourtant, en France, hein, j'ai vu une citation de la comédienne Amel Chabi qui disait qu'elle recevait des menaces de mort. C'est une comédienne. Elle dit: le fait d'être une femme et de monter sur scène, c'est déjà un peu politique et ça dérange. Donc, c'est vrai qu'il y a il y a aussi en France cette difficulté pour ces femmes issues de l'immigration de s'exprimer de façon occidentale, je dirais. Et ne parlons pas des pays comme l'Inde où je crois qu'une femme est violée toutes les 40 secondes en Inde, donc c'est vraiment effrayant. L'Afghanistan, depuis le retour des talibans, on en parle beaucoup aussi. Il y a ce retour en arrière, pas d'accès à la santé, des violences sexuelles. La Syrie, où le viol et l'esclavage sont des armes, hein, mais ça peut être aussi des armes politiques. Le Soudan, où il y a très peu de filles scolarisées, le Yémen, le Qatar, enfin voilà, je pourrais citer beaucoup de pays où, dans la majorité des pays, on va dire, la femme est encore en grande difficulté. Et je pense qu'en France et dans les pays démocratiques, il faut aussi faire attention à ce qu'on ne revienne pas en arrière, parce que tout ça est assez récent, cette progression. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment tenir bon et rappeler toujours toutes ces femmes justement qui ont œuvré pour que on avance, et il n'est absolument pas question de reculer aujourd'hui. C'est ça aussi le sens du livre. Alors effectivement, nous sommes focus quand même sur l'Europe, je dirais, dans votre livre, d'une façon générale, Oui. avec des femmes qui ont des expériences en dehors d'Europe, parce que alors on débute par Olympe de Gouges, hein, qui est une révolutionnaire, une humaniste assez extraordinaire en soi, et le livre se termine par les sœurs Boulanger. Alors au milieu de ça, on voyage, hein, il y a Rosa Parks, Alexandra David-Néel, Joséphine Baker, Simone Veil, Beauvoir, Tamara Burke, pour parler de choses qui sont récentes.
Il y en a peut-être 2 ou 3 qui vous ont particulièrement marqué quand vous avez rédigé, je dirais, rédigé le livre et repensé à toutes ces femmes. Lesquelles? Alors le choix a été difficile hein, parce que il y en a énormément. Enfin, il y en a beaucoup des femmes qui sont notoires et qu'on a envie de célébrer. Moi, j'ai évidemment fait un choix et puis forcément, il y a des femmes qui me tiennent plus à cœur, comme vous dites. Donc, si je devais en citer quelques-unes parmi celles que j'ai étudiées là, il y a Joséphine Baker, qui est pour moi une femme extraordinaire. J'ai été aussi amenée dans le cadre de mon travail à interviewer son fils. J'ai été à sa panthéonisation aussi, donc j'ai été d'autant plus sensibilisée à cette personne. Et puis, pour moi, c'est vraiment l'artiste complète. Hein. C'est une femme résistante, courageuse, antiraciste, humaniste, chanteuse, danseuse. Elle a eu de multiples vies. Elle a eu cet idéal d'adopter 12 enfants de races différentes, ce qui est absolument merveilleux hein, au point de vue idéologie. Et donc, c'est une femme qui a pris des risques et qui a aussi célébré la France, le pays d'accueil. Enfin, je veux dire, elle a toutes les qualités, cette femme, pour moi. Donc, évidemment, j'ai eu beaucoup de plaisir à en parler. Simone Veil, évidemment, puisque c'est vraiment l'icône de la lutte contre la discrimination des femmes. Alors, évidemment, la loi anti-avortement, mais on sait aussi peut-être qu'elle a combattu aussi pour les malades du sida. Ça, faut pas l'oublier. Et puis, elle a un parcours étonnant, hein, puisqu'elle est rescapée des camps de la mort, première femme présidente du Parlement européen, ministre de la Santé, immortelle de l'Académie française. Enfin, c'est aussi un panorama extraordinaire en une vie. Hein, puis sa beauté, son élégance, etc. C'est resté dans les annales. Et puis plus proche de nous, Tarana Burke, effectivement, qui est à l'origine donc de MeToo, de ce formidable, je dirais, hashtag qui a libéré la parole, qui a permis en tout cas pas mal de victimes de violences, d'agressions sexuelles de s'exprimer. Alors le résultat est mitigé, hein, parce que moi je suis un petit peu les résultats de cette grande vague qui est née en fait lors de l'affaire Weinstein. Et elle dit par exemple des gens se méprennent volontairement sur ce que ce mouvement signifie et le transforment en guerre des sexes. La violence sexuelle n'est pas une affaire de sexe, c'est un enjeu de justice sociale. Je le rappelle hein, parce que souvent quand on parle par exemple même aujourd'hui des harceleurs hein, ou des personnes présumé coupable d'agression sexuelle, on dit ben il drague, c'est pas très grave, etc. Mais on ne fait pas un jeu de ces choses-là. Les femmes qui en sont victimes, en général, bon, sauf exception peut-être pour gagner de l'argent, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas la majorité. Et puis donc il y a une poignée de personnes, hein, de personnes seulement qui ont été mis en prison. Donc il y a peu de gens finalement qui ont été condamnés par rapport au nombre de plaintes, et il y en a encore beaucoup qui se plaignent et qui ne sont pas entendus. Et puis on le voit tous les jours, hein, ces féminicides, ces viols à répétition, et puis cet empêchement aussi des femmes de se plaindre, parce que même quand elles vont au commissariat, souvent, ça sert pas toujours à quelque chose. Donc voilà, le chemin est long, ça permet cette libération de la parole, cette libération de décrire ce qu'elles ont hélas vécu, mais la justice ne suit pas toujours. Ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, je pense que MeToo, qui a été suivi ensuite par plein de balances différentes, a été très utile, et c'est bien que ça existe. Oui. Alors là, vous êtes allé quand même quelque part sur le facile, si je peux me permettre, parce que moi, avant de conclure, j'aimerais évoquer à mon tour un portrait, parce que votre livre, c'est une découverte, parce que Joséphine Baker, évidemment, Simone Veil, évidemment, ça m'ira très bien. Et puis toutes les femmes artistes dont j'ai pas parlé. Il y a des personnages dans votre livre qui sont hors normes, bon, qui sont des gens extraordinaires, et je pense notamment à Clara Eisner-Zetkin. Alors, Clara Eisner, je vous avoue, je la connaissais pas. Je le dis franchement. Oui, Non. oui, Et alors, oui, quand j'ai lu ça, c'est une tornade. C'est une oui. tornade. Hein. Louise Michel, c'est un enfant de cœur à côté. Alors, elles se connaissent. Hein, elles se connaissaient. Elle appelait le Garibaldi au féminin. Et Clara, on l'a surnommée Wild Clara, la Clara sauvage. Elle a travaillé avec Rosa Luxembourg. Enfin, elle a une vie, mais alors absolument incroyable, des convictions qui sont
folle à cheval entre le 19e et le 20e siècle, et, euh, et ces raisons de combattre, et c'est ça qui m'a particulièrement frappé, eh bien, en fin de compte, ce sont les mêmes raisons de combattre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve 100, 120 ans après, et il y a des thèmes qui sont des thèmes fondamentaux de ces combats qui sont strictement les mêmes aujourd'hui. On a un peu le sentiment qu'un siècle après, je ne vais pas dire que rien n'a changé, ce n'est pas ça le propos, mais il y a des points qui sont vraiment des points très importants qui peut-être n'ont pas réellement évolué. Malheureusement, bah c'est vrai que c'était une humaniste, donc les idées humanistes, elles sont un peu toujours les mêmes au travers du temps, même si effectivement il y a des évolutions ici et là. Alors elle était journaliste, femme politique, féministe, socialiste, intellectuelle. Elle s'est mariée à un révolutionnaire russe. Et puis, elle était proche de Lénine. Elle a rencontré, comme vous disiez, Rosa Luxembourg. Elle s'est battue contre le nazisme. À l'arrivée de Hitler, elle a fui à Moscou. C'est là-bas qu'elle est morte. Mais c'est surtout celle qui a inventé le 8 mars. Hein. C'est surtout ça qu'on retient d'elle. Avec une vie pleine de péripéties, effectivement. Alors, il faut la découvrir, parce qu'il faut la découvrir. Dans votre livre, on la découvre. Alors, encore une fois, c'est vraiment, je vous avoue franchement, c'est que, bon, évidemment, ça fait un petit moment que j'ai lu votre livre, mais j'ai pas encore pris le temps, mais j'ai envie de découvrir des œuvres sur elle, parce que j'ai envie de connaître à fond sa vie, c'est le cas de le dire, parce que j'ai trouvé ça absolument... Et d'ailleurs, votre livre a cette particularité et qui nous a énormément plu, c'est quelque part le barycentre de toutes ces phases. C'est-à-dire que on a vraiment le sentiment qu'il y a une forme d'énergie quand on ferme la dernière page, qui est qu'on retrouve dans le livre de toutes ces femmes avec des profils tellement différents, etc. Je pourrais parler aussi de cette fille qui est un petit peu l'héritière d'Alexandre David Neal et qui voyage. Voilà. Il y a vraiment une force, voilà, une force et qui est merveilleuse quand on lit ce livre. Oui, enfin, c'est des combattantes, hein, ce sont des femmes donc qui se sont illustrées par ce combat qui était extrêmement difficile dans des périodes qui leur étaient défavorables. Donc il fallait un énorme courage pour oser surtout. Hein. Elles ont pris des risques, elles sont parfois décédées de leur engagement. Et puis effectivement, c'est fondamental. Hein. Ces femmes ont été fondamentales pour leurs héritières aussi. Alors, pour en conclure, je voudrais préciser une chose parce que vous savez, les gens disent toujours ah ben voilà, alors ça va être encore une histoire féministe. Non, non, pas du tout. Vous n'êtes pas une femme féministe dans le sens négatif qu'on pourrait, si je puis employer ce terme. Et j'aimerais citer en conclusion une phrase de votre postface qui est pour moi votre esprit, l'esprit de Sarah Mostrel. Et vous dites, le droit des hommes et des femmes à disposer d'eux-mêmes ne saurait, quand il touche les femmes, être appelé féminisme. Et pour moi, c'est le résumé parfait. En fait, cataloguer quelque chose, c'est déjà créer une différence. Et on ne parle pas de ça ici. On se dit juste que ces femmes ont été extraordinaires et que ces combats qu'elles ont menés ne sont pas terminés aujourd'hui. Et que c'est en se rappelant de tous les combats passés, hommes ou femmes d'ailleurs, que l'on peut aujourd'hui faire en sorte que la société, si on peut, soit meilleure, soit plus juste, et donne une vraie égalité entre les êtres humains, quelles que soient leurs origines et leur sexe. Oui, parce que le féminisme, c'est un mot très galvaudé. Hein. Ouais. On a l'impression que les femmes veulent être comme les hommes, ou bien qu'elles n'aiment pas les hommes. Enfin, c'est un mot qu'on associe à des choses négatives, hélas, alors que tout le monde devrait être féministe, c'est-à-dire tout le monde devrait être pour un monde meilleur pour tout le monde, donc pour les hommes et pour les femmes. Et là, elles se lèvent contre le système de domination dont elles ont été victimes, savoir le patriarcat, leurs droits élémentaires. Hein. Donc le but n'est pas d'inverser les rôles et de s'approprier les qualités d'un homme, mais c'est plutôt d'être respecté dans leurs droits élémentaires, c'est-à-dire on veut faire tel métier, on veut changer de métier, on veut faire telles études, on veut figurer être influent dans la politique ou influent dans tel ou tel
pan de la société, ça me paraît évident. Enfin, en tant qu'être humain, quel que soit, comme vous dites, le genre, de pouvoir s'exprimer et surtout être autant valorisé qu'un homme au même poste. C'est tout à fait. Écoutez, en tout cas, ce livre va sortir bientôt, le 19 octobre. Vous pourrez le trouver dans toutes les librairies, sur notre site, les plateformes, etc., etc. J'encourage particulièrement les jeunes à lire ce livre parce qu'il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer dans une époque où on n'enseigne peut-être pas assez l'histoire, on n'enseigne peut-être pas assez le passé. Il faut s'inspirer de ces portraits euh, pour euh, pour vivre un quotidien qui soit toujours meilleur chaque jour. Merci Sarah, Merci à très beaucoup. bientôt et puis suivez notre site, suivez Instagram, les réseaux sociaux et vous pourrez connaître aussi les lieux où vous pourrez rencontrer Sarah, les séances de dédicaces, etc. Et nous vous disons à très bientôt. Merci Merci, beaucoup. au revoir Sarah. Merci, Robin.